Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 9, épisode 7! Épisode 7! Oh, nous sommes bien entamés dans la saison 9, c'est presque terminé déjà, ça va à la vitesse de la lumière cette saison. Tellement vite, tellement. Passe en un claquement de doigts. Vous avez entendu sa voix suave. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de JF. Hello Simon, comment ça va? Oh, ben, bien en forme, bien excité d'être là pour un autre épisode de Balado Ludique. Oh oui, avec Pierre aussi. P7, historien du jeu, la légende, Pierre Poisson-Marquis. Salut Peter. Monsieur, bonjour. Oh yes, fait que ben on est là, épisode 7, un autre épisode de chronique avec en fond de son des notifications bien entendu. Oui, non-stop, hein, ça arrête pas. Qu'est-ce qui se passe? On commence à enregistrer, les gens nous disent hey, quoi, vous enregistrez un épisode, vous m'avez pas invité, non? Ben non, le Beach Party, c'est le 11 avril! Vous êtes en avance, le 11 avril en après-midi, dimanche le 11 avril, soyez là, ça va être le fun, on va s'amuser. On va être live sur Twitch et on aura plein d'invités, plein de surprises. Yes, bien hâte. Bien hâte. Ça va être cool, ça va être cool. D'ailleurs, au prochain épisode, on vous révèle nos invités en avance. Fait que restez là au prochain épisode, hein, la semaine prochaine. On est prêts, hein? On est tellement prêts, c'est fou. On vous révèle tous nos invités d'avance, l'heure à laquelle ils passent, tout. Je sais pas si ça va être l'heure, mais bon. On vous révèle une petite note pour remercier les Patreons. Bien entendu, toujours apprécier votre soutien et votre dévotion envers Balado Ludique. J'aimerais aussi mentionner que, je regarde des statistiques de temps en temps là, du podcast, tout ça, et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à nous écouter sur Apple Podcast. Sur Apple Podcast, tu peux aller reviewer des podcasts, puis comme donner 4 étoiles, 5 étoiles, si tu veux même. Et ça, de ce que j'ai compris, ça aide vraiment les podcasts à sortir plus haut dans l'algorithme. Donc, si vous écoutez sur Apple Podcast, puis vous aimez Balado Ludique, ben, allez nous donner un petit review. 4 étoiles, 5 étoiles, ça fait pas de mal. Et nous, ça nous aide beaucoup. Alors aujourd'hui, on a un programme chargé, épisode 7, on le sait, les épisodes 7, c'est toujours chargé. C'est le début du mois d'avril et on va se lancer sans plus tarder avec une petite chronique, une petite manchette. Aujourd'hui, ma manchette va avoir plutôt la tête d'un petit éditorial d'opinion. Je veux pas là moraliser les gens et tout ça ou bon, qu'est-ce que tu vas dire encore là? Vas-tu encore nous mettre dans le trou puis qu'on a des milliers de commentaires puis d'emails là? C'est ça que tu vas faire? Non, aujourd'hui, ça va être vraiment quelque chose de que je fais pas habituellement. Là, je trouve que depuis... Est-ce que c'est la pandémie qui a créé ça? Est-ce que c'est 2021 qui a créé ça? Est-ce que c'est la folie dans laquelle on vit qui a créé ça? Je le sais pas. Mais ce que j'ai remarqué depuis quelques temps, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de violence. Les gens sont à cran. Les gens sont furieux. Ils se pognent sur les gros groupes de jeux de société pour des détails. Ils s'envoient chier pour des affaires insignifiantes. Et je trouve ça triste. La communauté du jeu a toujours été une communauté assez inclusive, mais là, ça grandit, ça grossit. Il y a de plus en plus de caves qui arrivent là-dedans. Et ça va créer, comme toutes les autres communautés, en fait, ça va être pollué. Ça va maintenant être ouvert au grand public et à toute la stupidité humaine. Alors, ce qu'on va essayer de faire en tant que groupe collectif, c'est d'empêcher les gens d'attiser cette violence sur les réseaux sociaux dans le domaine des jeux de société. C'est sûr on peut pas tout aimer, il y a des choses qu'on aime moins, il y a des choses qui nous dérangent plus, des fois on est tanné de voir quelqu'un publier une putain de photo de sa Kallax remplie de merde. Ben, je veux dire, gardez ça pour vous, ou partez un podcast dans lequel vous allez en parler. Je sais qu'après aussi ça peut être facile de tomber dans le trolling, parce que d'un côté il y a les gens qui sont purement méchants et aigris, qui ont des... Ben, on va pas se le cacher, là, souvent des difficultés érectiles. Et de l'autre côté, on a les trolls. Les gens qui font juste alimenter ce saccage-là général.
j'aime bien les trolls de façon générale, mais là, il faut que ça cesse. C'est fini, là, le trolling. C'est fini. Ça s'arrête aujourd'hui, le 1er avril 2021. Je m'engage personnellement à ne plus troller sur les réseaux sociaux et à dénoncer les gens qui tiendront des propos haineux et qui sont pas respectueux. En fait, c'est tout simplement ça. Pensez pas que je suis là un défendeur de la gauche intersectionnelle et blablabla. Là, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste de faire preuve d'un minimum de respect, de compassion, de bienveillance. Qu'est-ce que ça change s'il pose des vidéos de son chat dans un groupe Facebook? Oui, c'est pas si le fun, mais est-ce que vraiment ça mérite de la haine? C'est la question qu'on se pose tous. Et est-ce que le monde serait pas plus beau si les gens étaient bienveillants sur les réseaux sociaux? Ben, moi, je pense que oui. Alors, je voulais pas prendre plus de temps que ça aujourd'hui. Je voulais juste passer ce message-là. Je pense que c'est important tu sais, Balado Ludique, on a une réputation des fois d'être des mauvaises langues, des choses comme ça, mais je voulais vous montrer quand même qu'on a à cœur ça et que la communauté des jeux, je veux pas la voir s'encrasser par des idiots là, qui pensent que dire qu'est-ce que eux pensent c'est une belle valeur et une belle vertu d'être le gars un peu colon qui n'est pas capable de se restreindre de parler parce que on l'a dit un peu plus tôt, hein, ça va pas bien dans la couchette. Donc messieurs, c'est parce que c'est souvent des gars qui font ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi les filles font pas ça. Les filles, j'en vois pas qui font les connes, ces réseaux sociaux. Il y en a, là, il y en a. Je dis pas qu'il y en a pas, là. Mais 95% du temps, c'est des gars un peu caves qui se pointent. Hey, on va-tu se faire des ennemis ou c'est correct? Non? Ok. C'est bon. Fait que sur ça, j'arrête ça là. Je pense que j'en ai assez dit pour l'instant. 1er avril, yeah! Une chance qu'on peut le passer sous ce couvert-là. Oui, alors, c'était ça, ma chronique, j'avais pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Ben, c'est toute une question, hein, cette affaire des réseaux sociaux, puis si ça prend le jeu de société, c'est parce que ça a pris ailleurs bien avant, puis c'est la nouvelle époque des réseaux sociaux comme ça. Il va falloir qu'on s'adapte avec le temps. Je pense qu'il y a une grande adaptation à faire par les gens aussi, à comment bien utiliser les réseaux sociaux et tout. Parce que c'est très facile de pouvoir troller ou juste d'être méchant derrière ton écran. Ouais. Puis d'écrire n'importe quoi, surtout encore plus si t'as un pseudo... qui te représente pas directement, c'est tellement facile, mais ça, c'est un peu le piège de tout ça, là, des réseaux sociaux. Donc, est-ce que ça va atteindre tant que ça, le jeu de société? Ben, comme n'importe quel domaine, possiblement, mais je pense qu'il y a quand même une très belle communauté qui fait attention à ça, malgré tout, en général. Oui, ben d'ailleurs, éventuellement, j'aimerais qu'on réinvite à notre micro le Power Couple, le Cynthia et Steve, les gestionnaires principaux là, de la page Jeux de Société Québec, qui a comme doublé de membres dans la dernière année. Voir un peu ça ressemble à quoi modérer une page Facebook, justement avec toute cette haine qui habite maintenant les réseaux sociaux. Je serais intéressé de savoir ça. Puis c'est lâche, hein, c'est lâche d'aller insulter le monde de même derrière son écran, là. C'est lâche. Allez au parc à chiens. Je le sais que vous avez tous des chiens. Donc, Pierre, ben, si tu veux y aller peut-être avec ta petite manchette. Bien sûr, bien sûr. Ma manchette, c'est un événement, messieurs. Il s'agit des jeux au bout. Oh, le jab! Le jab, événement qui, pour plusieurs qui nous écoutent, est sûrement connu. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, franchement, c'est honteux. Ouais. Vous êtes des déchets, comme on dit. Mais allez vous insulter sur Facebook. On est le 1er avril, yeah! C'est le premier épisode de quelqu'un. C'est toujours le premier épisode de quelqu'un. Puis ça, quand j'y pense, je me dis, je suis content que ce soit ton premier épisode, toi qui écoutes chez toi. C'est bien d'être personnel comme ça, c'est bon. Les jeux au bout, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a, peut-être, c'est un événement privé, mais événement quand même ouvert à tout le monde qui veut y aller. C'est un événement qui est quand même pas jeune, mais en même temps pas si vieux. Mais ça fait quand même plus de 10 ans que cet événement-là roule.
et roule très rondement, je dirais. Il a commencé tout petit, cet événement, en 2007, quand j'y étais pour la première fois. J'avais été invité par ses organisateurs à titre de consultant pour savoir comment ils pourraient faire ça. Parce que, dans le fond, l'idée, c'est qu'il l'avait fait avant. Moi, dans le fond, j'avais été la deuxième fois. Dans la deuxième fois qu'il l'avait fait. Mais la première fois qu'il l'avait fait, c'était vraiment entre amis qu'il avait fait ça. Mais là, il avait l'ambition de faire ça à une grosseur beaucoup plus, disons, selon les normes de ce qu'on est habitué de voir comme événement ludique. Et il m'avait invité comme à titre de consultant pour savoir comment il pourrait grossir ça. Parce que j'ai participé à pas mal tous les premiers événements du genre qui se sont faits au Québec depuis 2001, je pense. Brag! Oui, il faut le dire quand même. Les événements ludiques au Québec, ça existe depuis 20 ans. Et les jabs, ce qu'il y a de particulier, c'est que ça a lieu dans un camp de vacances pour jeunes. Le camp Bout-en-Train, qui est situé à Chertsey, à peu près environ 1 heure de route au nord de Montréal. 5 minutes de Rawdon. 5 minutes de Rawdon. Et c'est, faut le dire, ce camp-là, un très beau camp. Très immersif. Très... je dirais... très isolant. C'est-à-dire que vous allez là, puis vous oubliez littéralement le quotidien que vous vivez normalement chaque semaine de l'année. Parce que c'est très vaste, il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de place seulement. Et les organisateurs le savaient dès le départ, quand ils ont commencé à faire ça en 2007, ils voyaient grand. Ils voyaient l'exploitation du lieu avec tous les bâtiments qui sont sur le lieu. Et ils voulaient faire une fin de semaine. Et petit à petit, c'est devenu plus qu'une fin de semaine. C'est devenu 3, 4 et 5 jours de l'affilée. Et même 2 fins de semaine de suite qui commencent chacune le jeudi ou le mercredi soir. Alors, c'est devenu vraiment un incontournable depuis 5 ans, je dirais, où il y a 300 personnes qui vont s'inscrire. Quand on totalise les 2 fins de semaine ensemble, ça peut aller jusqu'à 600. Il y en a qui vont faire les 2 fins de semaine, une à la suite de l'autre. Ils vont tout avoir réservé leur jour de vacances annuelles pour leur job juste pour ça. Et c'est très, très couru aussi parce que non seulement c'est agréable d'être là, mais il y a beaucoup d'activités. Il y a toujours un invité spécial qui est là au rendez-vous, qui vient d'Europe habituellement. Il y a eu une année où c'était Catella, il y a eu une autre année c'était Xavier Georges, l'auteur de Troyes et de Carson City. L'année passée, si la pandémie n'avait pas eu lieu, on aurait eu Sébastien Pochon. Maintenant, il y a même eu le trio Catala, Maublanc et Boza ensemble. Oui. Et la première vedette qui a été invitée au job, c'était nul autre que Richard Garfield, l'auteur de Magic. What? Oh oui. Wow. Ça, je savais pas. Ça, je savais pas. Et il faut le faire quand même. Chiller avec Richard Garfield en train de jouer au sultan de Kerala dans un sous-sol de bâtiment en plein milieu de la nature au Québec. C'est très intéressant. Wow. Maintenant, tout ça pour vous dire que les jobs ont lieu cette année. Mais ils ont lieu de façon virtuelle. Parce que, encore une fois, il est trop tôt pour faire des événements à grande échelle. La pandémie en est à sa 3e vague à l'heure où on parle au Québec. Donc, encore une petite attente à faire avant que tout le monde soit vacciné et prêt à revenir à la normale. Donc, les jobs vont avoir la formule virtuelle cette année. Et ça va commencer, je crois, le 23 avril. Et ça va se terminer le 1er mai. Et puis, comme ça va être virtuel, vous êtes invité évidemment à participer virtuellement. Et ça va être surtout sous forme de tournoi jusqu'à maintenant que ça va se faire. Si vous voulez en avoir plus de nouvelles ou à chaque jour, l'organisateur en fait, il y a encore mis à jour encore les nouvelles hier, avec les commanditaires de l'événement. Donc, c'est sur Facebook que vous avez trouvé ça. Facebook / jeu au bout en un seul mot. Jeu, G-E-U-X, A-U-B-O-U-T-E.
Et vous allez voir là-dessus toutes les informations qu'il y a avec les jeux au bout, si vous voulez vous inscrire, si vous voulez participer, si vous participez au tournoi surtout. Mais évidemment, il n'y aura pas les autres activités qui ont lieu habituellement au jeu au bout. Comme le bain de minuit. Le bain de minuit. Ouais. Le quiz de Zendar sera pas là. Oh, le quiz de Zendar virtuel. Pourtant, tout porte. C'est facile de porter ça en virtuel. Là. Ouais, mais je pense que les gens aiment bien voir le live, aiment bien l'effet de surprise. Pierre qui fait son quiz pas costumé, là, c'est pas la même game. Ouais, non, c'est ça. Exactement. Il peut être costumé quand même en virtuel. Non, moi je me costumerais pas du tout. Là. C'est eux autres qui m'imposent ça chaque année. Parce qu'il le dit pas, là, mais c'est ça qui arrive. Hein. Chaque année, il se pointe, il sait pas, puis ils ont un costume pour lui. Ça peut être Marilyn Monroe ou un gros pénis, peu importe. Il le met, il fait son quiz. Merci. Fièrement. Merci. Ça, c'est Zendar. Merci du rappel des pires costumes que j'ai eu, JF. Oui, tout à fait. C'est ce que JF vient de dire, c'est absolument vrai. Pour ceux qui veulent assister au job et assister au quiz de Zendar, c'est ça que je fais. Je pose des questions à des gens en m'humiliant littéralement devant tout le monde avec des costumes que je n'ai absolument aucune idée de quoi ils ont l'air 5 minutes avant la présentation. On se fait un devoir de ne me révéler rien. Et le costume m'attend dans une cabine 5 minutes avant que ça commence. Et après ça, ben, tout le défi, évidemment, c'est de faire ça en gardant son sang-froid. Et ça, ben, c'est à part des autres événements. Il y a aussi le Rigodon des jeux qui a lieu au job. C'est un tournoi quadruple où est-ce que vous êtes en équipe avec 3 autres personnes et vous jouez à 4 jeux en même temps. Et là, il y a un signal qui se donne sous forme de musique. Et là, chaque joueur va faire une rotation d'une table de jeu à l'autre et doit continuer la partie que son partenaire a commencé à l'autre jeu à côté. Ça, c'est très intéressant. Nice. Et puis, ben, il y a d'autres tournois aussi, mais bon, bref, c'est pour vous dire que les jeux au bout, c'est assez immanquable comme événement ludique. Et ben, si vous voulez avoir quand même un avant-goût virtuel de ce que c'est, si vous n'avez jamais vécu ça, ben, ça va être du 23 avril au 1er mai. Effectivement, c'est un... Ah, vas-y, Jeff, excuse-moi. Ouais, ben, je voulais juste dire que c'est cool qu'il y a quand même des initiatives pour justement faire des activités malgré là, les contraintes. C'est sûr que ça sera pas la même chose, c'est pas nécessairement facile de faire cette adaptation-là. Mais au moins, on voit que les pas sont faits, l'effort est là, les gens ils sont motivés à vouloir quand même offrir un peu cette expérience-là. Puis, ben, c'est une expérience qui vaut la peine. Est-ce qu'en virtuel, ça va être bien? C'est sûr que nous, on y va beaucoup pour jouer non-stop, s'empiffrer de jeux et peu dormir et tout. Donc, c'est sûr que ça sera pas tout à fait la même chose, mais c'est vraiment une belle organisation, puis c'est très bien fait. Mais là, c'est à voir si cet événement sera capable de traverser la barrière virtuelle, alors que j'ai pas le choix, là, après 1 an, de statuer que il n'y a pas vraiment d'événements de jeux qui ont réussi à se transposer dans le virtuel. Même SN, Gen Con, même des très gros événements se sont légèrement plantés. Est-ce qu'un événement comme ça va pouvoir le faire? Peut-être que oui. C'est dur aussi de mesurer quels doivent être les résultats pour qu'on dise qu'un événement comme ça a été un succès. Il n'y a pas encore vraiment de barème d'analyse pour savoir en fait qu'est-ce qui fait que ça a bien marché ou non. Non, ben à part le nombre de participants, j'imagine, là, mais encore là, c'est tellement pas la même expérience, c'est tellement différent de le faire numérique que même des gens qui pourraient être intéressés à y aller en vrai peut-être n'iront pas de façon virtuelle, là. Donc c'est sûr que ça va peut-être aussi amener un autre public à s'y intéresser. Savoir, ça reste que tu dis il n'y a pas d'événements qui ont bien réussi. C'est sûr que c'était un peu dernière minute pour les Gen Con, SN, ultimement aussi c'était un peu dernière minute pour tout changer là, puis créer un nouveau événement from scratch. Faut qu'on va voir cette année s'il y a eu des avancées liées à ça, parce que ça risque d'être encore
virtuel ou fermé, là, j'ai l'impression. Donc, on va voir s'il va y avoir une vraie amélioration liée à ça. C'est sûr que ça peut prendre quelques années avant qu'on trouve vraiment la bonne méthode ou la bonne façon là, d'attirer les gens. Mais bon, on va voir cette année. Après, il faut essayer des choses pour voir, puis pour expérimenter, voir c'est quoi la bonne formule. On connaît ça ici à Balado-Duc. Expérimenter, oui, c'est vrai que c'est important d'expérimenter, mais j'ai hâte au prochain vrai jab, là, je dois dire. D'ailleurs, on pourrait faire une saison complète sur les mémoires des jabs et voir un peu toutes les expériences qui peuvent se passer, toutes les choses uniques qui peuvent arriver au jab. Je sais pas si ça serait légal, par exemple, parce que comme le dit le dicton, hein, ce qui se passe au jab, ça reste au jab. Avant d'enchaîner sur les chroniques, j'ai juste un mini message. On avait envoyé là, la demande à tous. Vous êtes des travailleuses de la santé, vous jouez à des jeux, écrivez-nous. On a reçu un message de Steve du Temple du Meeple, alors qui est un influenceur très connu dans le monde du jeu, dont nous invitons à suivre la page YouTube. Nous écrit, lui il est technicien de laboratoire et maintenant technicien en informatique au laboratoire, donc il est plus au front en tant que tel, mais sa blonde travaille en microbiologie à l'hôpital de Verdun et elle fait les tests de labo sur le COVID, donc les tests de COVID, elle les traite et ils game 6 soirs par semaine, les deux ensemble. Ils ont des jeunes enfants, mais ils game quand même tous les soirs, ils mettent des photos de leur jeu tout le temps, essayent énormément de nouveautés. Un échappatoire à la pression là, sur les épaules de sa femme et de lui aussi. Donc, ben, j'espère que Balado-Ludique vous aide aussi dans cette crise. Félicitations, lâchez pas d'ailleurs, hein, c'est pas fini, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens au front. Mes parents ont été vaccinés finalement, donc ça commence là, les vagues, puis c'est pas près d'être fini, mais au moins on sent qu'on avance dans la bonne direction. Ben oui, exactement. Je pourrais pas, même si elle écoute pas le podcast, je salue ma mère qui vaccine toute la semaine des gens, une infirmière à la retraite qui est retournée au front pour vacciner les gens. Donc il y en a beaucoup aussi. Hein, c'est ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'exemples autour de nous là, de gens très admirables. Alors continuez, lâchez pas si vous écoutez ça. On est derrière vous. En attendant, ben nous on reste caché derrière notre micro et on insulte des gens sur Internet. Donc, JF, sans plus tarder, ta chronique, c'est à ton tour, mon cher. Super. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des personas. Les personas, c'est quoi ça? Alors, je suis pas mal sûr que tout le monde qui nous écoute, ou du moins la plupart des fans de jeux de société, ont tous au moins une fois rempli un questionnaire pour savoir quel type de gamer vous êtes. Il y a bien des modèles différents, puis les uns des autres, mais ils tournent tous un peu autour des mêmes concepts clés. Donc, c'est quoi ces concepts clés-là? C'est quoi les différences entre les différents modèles proposés? Et c'est quoi l'application concrète? Eh bien, pour un éditeur, comme pour toute entreprise en fait qui vend des biens ou des services, il est important de bien comprendre le profil du consommateur visé pour le produit. Par exemple, si on me demande de créer un jeu pour un ado de 12 à 16 ans, ben, il est fort possible que mon expérience de l'adolescence qui date des années 90 soit pas mal inutile pour comprendre les besoins et ce que recherchent les adolescents d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a plusieurs modèles de tests qui ont été mis sur pied pour comprendre mieux les consommateurs et enfin de concevoir des produits adaptés pour eux. Donc c'est un petit peu ici que commence un peu le concept de persona. C'est aussi un outil pour les designers qui leur sert à mieux cerner leurs clients, puis offrir un produit, service adapté, puis qui va répondre vraiment à leurs besoins et à leurs attentes. Il y a beaucoup de concepts là, qui ont été mis en place dans différents domaines. Je peux pas toutes les parler, je vais vous en parler de quelques-uns, dont le premier qui est la taxonomie des types de joueurs de Barthes. En fait, c'est le test de Barthes qui classe les joueurs de jeux vidéo en ligne multijoueurs. Donc, c'est sûr que c'est très, très précis, mais on va avoir quand même quelques concepts intéressants. Donc, on le regardait un petit peu. C'est utilisé dans les jeux vidéo principalement et c'est théorisé par Richard Barthes en 1996.
C'est plus tard, vers les années 2000, que le Bartle Test of Gamer Psychology a été créé afin de permettre aux joueurs là, de déterminer quels sont leurs types parmi 4 grands principes. Donc, pour Bart, il y a 4 grands joueurs, là, et on parle ici de joueurs de jeux vidéo en ligne multijoueurs. Il y a The Killer, le tueur, le complétionniste, The Achiever, l'explorateur, The Explorer, et le socialisateur, The Socializator. Donc c'est un genre de tableau où plus tu es d'un côté, plus tu aimes l'interaction avec les joueurs, plus tu es de l'autre, plus tu aimes l'interaction avec l'environnement, et un sens vertical, ben plus t'es haut, plus tu veux agir sur les choses, et plus t'es en bas de la ligne, ben plus tu veux interagir. Donc c'est toute une sorte de façon de voir les choses. C'est sûr que c'est beaucoup basé sur les jeux en ligne, donc de confrontation. Vous pouvez aussi faire le test, c'est un test qui est toujours disponible sur Internet, Bartle Test of Gamer Psychology. Vous pouvez taper ça et vous allez le trouver. J'ai fait le test et je suis 87% explorateur. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais vous pourrez faire vos propres tests aussi. Ensuite, ben, c'est sûr que le concept de persona, c'est un concept très utilisé dans le marketing. Dans les champs de la conception centrée sur l'utilisateur ou du marketing, un persona est une personne fictive dotée d'attributs et de caractéristiques sociales et psychologiques et qui représente un groupe ciblé. Théorie de la création de personas qui peut être adaptée à plusieurs modèles d'affaires et plusieurs industries. Donc, si vous vendez des produits ou des services à des entreprises ou à des consommateurs, vous devez comprendre ce qui les pousse à l'achat. Créer vos personas est le meilleur moyen, donc, de vous assurer que vos messages résonnent avec les clients idéaux, ceux qui sont le plus rentables pour votre structure. Il s'agit d'archétypes d'utilisateurs possibles de l'application développée auxquels les concepteurs pourront se référer lors de la conception de l'interface ou du produit. Les personas s'utilisent donc dans le cadre d'une conception orientée utilisateur et visent à s'appuyer sur des comportements modélisés à partir d'études et d'enquêtes. Il vous aide à comprendre mieux vos clients, à mettre un visage sur les personnes avec qui vous allez vous aimez travailler et avec qui vous voulez produire le produit. Le but n'est pas de profiler, là, de faire du profilage, mais plutôt de réussir à identifier des comportements d'achat selon différents groupes de clientèle. Donc, les concepts un peu, c'est la recherche de données, l'analyse des données récoltées et la modélisation de vos personas. Donc, tout ça, c'est, bon, plus marketing, mais en gros, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire une fiche, un peu une fiche de personnage qui représente un peu quel type de gens on veut aller toucher. Avec notre produit. Donc, on va vouloir déterminer, ben, pour chaque persona, quel groupe de gens on veut toucher. Ben, il va falloir qu'on détermine, qu'on crée des personnes fictives. Donc, on va vraiment créer une personne un peu from scratch. On va créer son nom, des informations démographiques, biographiques, à quoi ressemblent ses journées types, c'est quoi ses objectifs et ses problématiques, la manière dont il recherche l'information, un produit, un service. Donc, il y a plein de statistiques comme ça qu'on va compiler pour essayer d'avoir un personnage, un persona assez fidèle. C'est sûr que là, on parle de persona marketing. Je vais pas plus m'avancer là-dedans parce que c'est peut-être autre chose. Nous, on va plus s'intéresser au persona UX. Mais avant de rentrer là dans le concept que je voulais vous parler, c'est sûr qu'il y en a beaucoup d'autres. Évidemment, il y a un modèle plutôt connu là, de test psychologique là, qui est le MBTI. Qui est un outil d'évaluation psychologique déterminant les types psychologiques d'un sujet parmi 16 types différents, suivant une méthode proposée en 1962 par Isabelle Brigmeyer et Catherine Cook-Brigg. Les 16 personnalités sont divisées en 4 groupes, donc les analystes, les diplomates, les sentinelles et les explorateurs. Ça, c'est quand même un test qui est généralement assez connu parce que c'est pas juste au niveau du jeu, là, c'est en général, mais il y a des articles et des analyses sur ce site-là de les 16 personnalités. Il y a beaucoup d'articles aussi qui parlent du jeu. Puis c'est quoi les types de personnalités qui vont mieux avec le jeu, qui apprécient tel type de jeu. Donc il y a quand même beaucoup d'analyses en lien avec le jeu de société.
Mais bon, je vais pas aller plus loin dans ça, parce que, bon, c'est un petit peu plus général. Nous, je vais essayer de m'intéresser un petit peu plus proche du jeu de société. Il est important de bien différencier comme les deux concepts là, de persona UX et persona marketing, parce que si leur réalisation reste très proche l'un de l'autre, ben la finalité n'est pas la même. Parce que les personas UX vont permettre d'analyser la validité d'un produit ou d'un service par rapport aux besoins et au comportement des utilisateurs. Et quant à eux, les personas marketing sont une base de travail permettant de rédiger le bon message à la bonne personne au bon moment. En d'autres mots, le premier est en lien avec la conception d'un produit ou d'un service et l'autre est en lien avec la stratégie de communication, de marketing du produit. Donc, les personas en UX en jeu de société, il y a pas de... Disons, j'ai pas trouvé de concept général sur le jeu de société, mais j'en ai trouvé un qui est très très intéressant et qui est... en fait, les trois types de joueurs principaux de Magic the Gathering, selon Mark Rosewater, le lead designer de Magic the Gathering. Donc, ce designer-là, il représente les types de joueurs de Magic. Donc, c'est ça que là, on est aussi dans le jeu de cartes compétitif, 2 joueurs. Ce qu'on va parler peut s'appliquer à beaucoup d'autres jeux de ce même type-là, jeux de cartes compétitifs et tout. C'est pas nécessairement un concept qu'on peut appliquer à tous les jeux de société, mais ça nous donne une bonne vision quand même de qu'est-ce qui se passe dans cet univers-là, quels sont les types de joueurs. Lui, il en détermine 3. Les Timmy, les Johnny et les Spike. Mais pour le bien de l'exercice ici, je vais remplacer les Timmy par les Simon, les Johnny par les GF et les Spike par les Pierre. Oh, alors, on est chacun un type. Ouais, vous pourrez me dire si ça correspond bien à vos types et tout, puis on pourra en discuter. Alors, je vais commencer par les Timmy ou les Simon. Alors, quels sont ce genre de joueurs? Ce joueur adore lancer les sorts les plus gros et les plus méchants qu'il puisse. D'énormes créatures, sorts de déformation du jeu. S'il y a un coup de mana énorme, il veut le jouer. Les Simon veut vivre une expérience intense. Simon joue à Magic parce qu'il aime la sensation qu'il ressent quand il joue. Ce sentiment variera de Simon à Simon, mais ce que tous les Simons ont en commun, c'est qu'ils apprécient l'expérience viscérale du jeu. Dans les Simons, il établit aussi plusieurs sous-catégories de joueurs, si on veut. On parle ici les Power Gamers, donc qui adorent jouer des grandes créatures et des gros sorts, alors qu'ils se feraient un chemin vers la victoire. Ils assimilent puissance et plaisir. Sinon, il y a aussi les joueurs sociaux, ceux qui prospèrent grâce à l'aspect social du jeu. Leur seul intérêt est d'interagir avec leurs amis. Ainsi, ils tendent vers des variantes multijoueurs et veulent rajouter des échanges dans tous les jeux. C'est-tu vrai qu'il disait ça? On en reparlera. Diversity Gamer. Lui, il expérimente tous les types et formats de deck. Il essaie toujours quelque chose de différent parce qu'il aime l'exploration constante. Sinon, on a les joueurs d'adrénaline, apprécient la variance du jeu en jouant des cartes et des decks qui n'ont pas des résultats prévisibles. Ils adorent les cartes qui fonctionnent différemment chaque fois que vous jouez, comme un peu des cartes un peu à la pile ou face. Finalement, le dernier sous-type de cette catégorie-là, c'est le fatigant, celui qui aime faire en sorte que les autres joueurs ne s'amusent pas, faire chier les autres joueurs. Donc, on va passer tout de suite à la prochaine catégorie. Ça, c'était en gros les Simons, mais vous pouvez voir qu'il y a aussi beaucoup de sous-catégories à ça. J'ai l'impression que la moitié c'était vrai, l'autre moitié c'était Pierre. Ouais, ben, on va voir ça tantôt parce qu'il y a un type pour ça. Ok. Il y a un type pour toi quand même, hein? Je reviens. Alors, on va passer au Johnny, au GF. Ce joueur voit Magic comme un casse-tête et veut trouver la solution la plus intelligente. Il aime les interactions folles et les combos gagnants qui montrent leur créativité et leur maîtrise des règles. GF est le joueur créatif pour qui Magic est une forme d'expression de soi. GF aime gagner, mais il veut gagner avec style. Il est très important pour les GF qu'il gagne selon ses propres conditions. En tant que tel, il est important pour les GF qu'ils utilisent son propre deck. Jouer à Magic est l'occasion pour eux de montrer leur créativité. Les sous-catégories, on peut déterminer les joueurs de combo. Donc, sont fascinés par l'interaction des cartes. Ils trouvent des combinaisons que personne d'autre n'a trouvées. Puis ils veulent construire des decks qui impressionnent tous ceux qui les verront.
Sinon, on a le designer décalé. Eux, ils sont motivés par des idées originales. Ils prouvent leur capacité à trouver des réponses à n'importe quel défi. Et si le deck n'avait pas, comme des trucs un peu spéciaux, comme si le deck avait pas de land, de terrain aussi, il y avait aucune carte de type permanent. Donc, ils essayent de trouver des façons un peu décalées de jouer. Sinon, on a les artistes du deck. Et eux utilisent la construction de decks comme une forme d'art auto-expressive. Ils construisent des decks qui incarnent, par exemple, la culture elfe ou des choses conceptuelles un peu. Finalement, on a le Uber GF qui lui s'épanouit en faisant ce qui est impossible. Il prouve que la sagesse conventionnelle nous apprend, et parfois le carcan qui nous empêche d'imaginer l'impensable, et donc de nous empêcher de réaliser l'impossible. Pour lui, aucune carte n'est trop mauvaise, il trouve toujours une utilité ou une façon originale de l'utiliser. Alors les GF, ils voient les Simons un peu comme simplistes, alors que les Simons, eux, ils voient les GF comme trop concentrés sur certains combos. Finalement, on va passer au dernier type, qui est les spikes ou les pierres. Ce joueur, il veut juste gagner. Tout le reste est secondaire à l'obtention d'un avantage concurrentiel. Pierre est le joueur compétitif. Les pierres jouent pour gagner. Ils aiment gagner. Pour ce faire, les pierres jouera le meilleur deck. Il va pouvoir utiliser n'importe quel deck qu'il utilise, il va toujours vouloir utiliser le meilleur. Ou il empruntera les decks de d'autres joueurs qui voient qu'ils sont très performants. Pour les pierres, le frisson de Magic est la montée d'adrénaline de la compétition. Et ils aiment la stimulation de surpasser l'adversaire et la gloire de la victoire. Les sous-catégories sont l'innovateur. Ils sont fiers de leur capacité à juger de nouvelles cartes. Leur objectif est de trouver la prochaine chose cassée, la prochaine méta vraiment forte qui va tout briser. Leur rêve est donc de créer le prochain deck dominant. Sinon, on a l'ajusteur de deck. C'est lui qui essaie de dominer en ajustant avec précision, de façon chirurgicale, les decks connus et populaires. Donc, il va prendre un stéréotype de deck et il va une carte à la fois, très minutieusement changer légèrement le deck pour le rendre exactement comme lui le souhaite. Sinon, on a l'analyste. Celui prévoit de gagner, non pas en ayant le meilleur deck de façon objective, mais en ayant le deck le mieux adapté à un environnement particulier. Il s'adapte constamment aux combos de l'heure pour offrir une réelle défense, voire rendre inutiles les combos. Donc c'est un peu l'inverse de celui juste avant, c'est lui qui veut briser les gros decks méta. C'est lui qui veut trouver une façon de contrer les meilleurs decks. Finalement, on a le perfectionniste, celui qui se concentre ses énergies sur le perfectionnement de son propre gameplay, de ses propres stratégies. Ils essaient de comprendre leurs propres défauts internes et s'efforcent de les améliorer. Ils ont tendance à passer plus de temps sur des formats limités, là, donc qui peuvent plus gérer. Les pierres, ils voient les Simons comme des débutants et ils voient les GF comme excentriques et agaçants. Alors que les GF voient les pierres comme tendus et sans originalité, et les Simons voient les pierres comme trop déterminés à gagner. Alors, ça, c'est les grands types. Évidemment, bon, vous avez pu voir, il y a plein de sous-types à ça. Même que Wizard of the Coast propose d'autres types de profils. Même, il parle de profils esthétiques, donc quel type de joueurs vont préférer au niveau de l'esthétique. Mais évidemment, 3 types, c'est pas tout dans l'ensemble, et on peut avoir des mix. Donc, il va aussi déterminer les types de joueurs qui sont un peu les mix en 2 des grandes catégories qu'on a vues juste en haut. Donc, la première catégorie, c'est les Simon GF. Le joueur Simon GF aime les gros effets sympas, mais apprécie également le côté créatif du jeu. Une carte parfaite aurait un effet énorme qui attire les Simons, mais offre des potentiels de deck sympas pour GF. Les Simon GF veut écraser son adversaire, mais avec style. Sinon, deuxième type, on a les Simons et les Pierres. Les joueurs Simon-Pierre veulent gagner, mais aiment aussi se livrer à son côté amusant. Lors du choix d'un deck, les Simon-Pierre choisira toujours le bon deck avec le plus grand nombre de créatures ou effets. Une carte parfaite pour eux serait une grosse créature qui coûte cher, mais aussi avec une excellente capacité spéciale. On a ensuite le GF Pierre. Le joueur GF Pierre peut gagner
veut gagner, mais seulement à ses propres conditions. Ils se donnent beaucoup de mal pour pouvoir gagner avec des decks originaux. Même lorsqu'ils doivent utiliser un deck préfabriqué, ils le peaufinent toujours pour donner au deck sa propre saveur. Une carte parfaite est stylée et offre des opportunités intéressantes de construction de deck, mais a toujours la puissance brute nécessaire pour gagner. Et finalement, le dernier type, ça serait un peu le mélange des trois. Les joueurs Simon-Pierre GF. Eux, ils veulent tout. Ils veulent jouer des grosses cartes, ils veulent avoir des decks innovateurs, ils veulent gagner le plus possible. C'est un hybride qui est plutôt rare et en réalité, même Wizard of the Coast ne crée pas de cartes vraiment, ou beaucoup de cartes spécifiquement pour eux, mais ça reste un type de joueur possible. Une carte parfaite pour ce groupe, qui réunirait les trois, aurait une grosse créature pour Simon, des possibilités de combos intéressantes pour Jeff et une grande utilité dans certains decks pour Pierre. Alors, je vous ai un peu résumé l'idée, la pensée là, ici qu'on a derrière la réflexion de Mark Rosewater, lead designer de Magic. Évidemment, c'est des concepts qui sont liés donc spécifiquement aux jeux de cartes compétitifs, mais en tant que joueur d'anciens joueurs, disons, de Pokémon, je peux voir les ressemblances aussi. Donc, tout ce même genre de jeu de cartes peut avoir des similitudes au niveau des types de joueurs. Évidemment, il y a beaucoup d'autres études qui se font. Je vous encourage, si ça vous intéresse, à aller voir le site de Quantic Foundry, qui est un institut américain d'études de marché. Puis ils font beaucoup d'études de marché. Donc, pourquoi les gens jouent et tout ça. C'est assez large. Vous allez avoir beaucoup de données à ce niveau-là. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous êtes un Jeff, un Simon ou un Pierre? Je saurais pas dire, moi, je suis dans quelle catégorie, effectivement. C'est tout un questionnement. Faudrait que je fasse le test. Ouais, ce test-là, en fait, il n'y a pas vraiment de test pour celui. En tout cas, j'en ai pas trouvé, peut-être qu'il y en a. Ça, c'est plus une théorie, là, qui n'a pas été mis en test en soi. Plus de regarder les types de catégories. Tu sais, moi aussi, je voyais des choses qui me ressemblaient dans certains, plus que dans d'autres. Donc, c'est sûr qu'on est peut-être plus dans le mix. Mais il y a quand même des choses qui me parlaient beaucoup dans le Johnny, si on veut. Puis de vouloir montrer ma créativité, de vouloir faire des choses un peu différentes. Ça, c'est toujours quelque chose que j'aime explorer dans ce genre de jeu de cartes combo, mais j'aime aussi essayer de faire des deck méta, donc de pas jouer le plus gros deck le plus fort, mais de jouer un qui est capable de bien le contrer. Donc il y a comme beaucoup de choses qu'on va chercher en fait dans ce genre de jeu-là. Puis c'est sûr que c'est un peu difficile pour nous peut-être nous qui ne sommes pas des joueurs aguerris aussi, de s'identifier directement, mais je pense que ça donne un bon aperçu. Et toi, Pierre? Moi, je suis définitivement pas un Pierre. Moi, je pense que Pierre, c'est un Simon. Ouais, c'est pas mal plus ça, effectivement. Ouais, pis toi, t'es un Pierre ou... J'aurais tendance à dire que oui. Je les aurais inversés. Après ça, c'est sûr qu'il y a quand même une espèce de variance là-dedans. C'est un peu plus hybride, mais à jouer de plus en plus avec Pierre, je me rends compte, c'est vraiment un emmerdeur de première. Pour ça, Pierre, il veut gagner, il gagne souvent. J'étais comme, Pierre, oui, je sais pas, je pense que je l'ai jamais vu gagner un jeu. Mais non, il gagne tout le temps. Ah ouais, c'était dans le bon vieux temps, ça, parce que moi, je me rappelle pas de l'avoir déjà vu gagner, je me rappelle de l'avoir vu faire chier ben du monde. Ouais, ça c'est vrai, par exemple. Des fois, il préfère faire chier les gens que de gagner, en fait. Oui, effectivement. Mais c'est vraiment intéressant. Puis là, c'est massif là, parce que j'avais pris des notes au début de ta chronique. Puis là, ça semble tellement loin que je sais même plus si c'est pertinent de revenir sur ce qui avait été mentionné au début. Le seul point que je vais mentionner là-dessus, bon, il y a plein de catégories de gamers aussi qui sont très intéressantes. Il y en avait d'autres que j'avais déjà vu par le passé qui sont cool. Une chose que je me rends compte, c'est que, et ça, rappelez-vous-en parce que c'est important, le gamer que vous pensez que vous êtes et pas nécessairement, et en fait, et habituellement pas celui que les autres
vous voit. Donc, tu sais, votre perception de vous-même et comment les autres vous perçoivent, c'est vrai dans la vraie vie, mais c'est encore plus vrai autour d'une table de jeu. Fait que, rappelez-vous de ça, c'est quand même important. Sinon, ben, Mark Rosewater, c'est... j'avais jamais lu cet article-là, mais c'est un designer, c'est le head designer de Magic, de Gathering quand même, mais... C'est un écrivain très prolifique sur la théorie du jeu. Il avait d'ailleurs écrit un article que j'avais retraduit au sujet de qu'est-ce qui fait un bon jeu. Donc vraiment, moi j'ai toujours adoré son style d'écriture puis comment est-ce qu'il va quand même en profondeur sur plusieurs sujets. Là. Je pense que ça valait la peine de le mentionner vu que c'est rare qu'on parle des auteurs d'articles et là, ben, on en trouve un qui est vraiment pertinent. Là. Ouais, absolument. Avec beaucoup d'expérience aussi. Ben c'est ça, exactement. Mais j'aime bien, moi, avoir mes propres catégorisations des gamers autour de la table. C'est sûr que c'est toujours touché, hein, de mettre les gens dans des groupes précis, surtout maintenant. Tu fais du profilage, toi? Ben oui, puis moi j'en fais tout le temps. Là, quelqu'un s'assoit à une table, je le connais pas, en 2 secondes, il est dans un petit tiroir dans ma tête. Là, puis habituellement, c'est le bon, puis c'est jamais tant des tiroirs qui sont positifs. Moi, je fais mon profilage sur des côtés négatifs des personnes. Mais bon, c'est pour s'amuser quand même. Faut bien jouer un peu avec le jeu. Vous savez à quoi vous attendre quand vous jouez avec Simon. Oui, venez vous asseoir à la table. Je vais vous dire dans quelle catégorie je vous ai mis. M'en dis donc, hein, avant de commencer. Bon, ben c'est super ça. Alors je vais continuer. Peut-être qu'on va devoir couper une chronique. C'est ça que je me rends compte. Je pense que oui, finalement. Hein? Ouais, c'est ça. On va devoir écourter la chose. Je vous laisse arranger ça dans le chat pendant que je commence la mienne. Aujourd'hui, en ce 1er avril 2020, je vous parle de ma dernière découverte ludique. Là, les Patreons qui nous suivent savent de quoi je leur parle, de quoi je vais parler parce que j'ai teasé un peu dans les vidéos exclusives Patreon. Le but, c'est pas de vous dire d'aller regarder de vous abonner au Patreon pour avoir les vidéos exclusives, mais j'ai quand même teasé un peu ce jeu parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été aussi excité par un jeu. En fait, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas kickstarté un jeu. J'étais persuadé que ce jeu-là allait faire le buzz complet quand je l'ai kickstarté. C'est quand même aller chercher comme 100 000. Mais tu sais, 100 000 sur Kickstarter, c'est soit vraiment impressionnant pour certaines personnes, et pour les autres, c'est comme rien pantoute. Fait que ça a comme un peu tombé dans la craque. Le buzz est pas encore fait, mais là, les premières copies commencent à arriver, puis je suis sûr que c'est un jeu dont vous allez entendre parler dans vos prochains temps. Dans les prochains temps, excusez-moi. J'ai juste fait 3 parties jusqu'à maintenant, mais c'est déjà un classique, c'est déjà un de mes jeux dans mon top 5. Est-ce que c'est mon jeu préféré? Je sais pas. Est-ce que ça va devenir un classique? Je le sais pas. Il s'agit bien entendu du nouveau jeu polonais de la compagnie Prima Aprilis, auteur Albin Kamiński, le jeu Piąta Gra. En polonais, ou dans ma copie en anglais, c'est The Fifth Game, le 5e jeu. C'est vraiment un nom bizarre, là, ça n'a pas vraiment rapport, à part que tout le jeu est basé sur le nombre 5, avec des systèmes de pentagones vraiment uniques que je vous expliquerai plus tard. C'est un jeu dans lequel on fait du pain. On fait du pain. Dans le fond, on va jouer des meuniers et des moulins. Donc, des meuniers et leurs moulins. C'est fou parce que pendant vraiment longtemps, je rêvais d'un jeu sur les moulins. Vous savez, mon attrait pour les thématiques atypiques. Puis quand j'ai vu ça sur Kickstarter, le premier abord, c'est le fait que c'était une thématique vraiment bizarre, que je me suis dit, ok, ouais, un jeu sur les moulins, je capote sur les moulins, je veux ça. Et bon, il y a bien entendu 5 moulins dans le jeu. En fait, je sais même pas vraiment par où commencer pour parler de ça, mais je me lance quand même. Interrompez-moi quand j'aurai busté. Ça dure à peu près 1 heure, puis c'est un genre de legacy, mais pas un maudit jeu de campagne pseudo-narratif comme toutes les legacy sont ces temps-ci. Vraiment juste un jeu qui évolue d'une game à l'autre et sans fin. D'ailleurs, sur la boîte, sur le jeu, ils ont trademarké un nouveau terme, puis c'est le 8LL Infinite Living Legacy System. Donc, c'est un système legacy destructif en tant que tel, mais pas réducteur. Ça veut dire que
tu peux rejouer sans arrêt puis t'auras jamais atteint la fin du jeu. Il y a pas comme une histoire qui va durer un certain nombre de games, c'est juste ça continue tout le temps. Ça vient avec un starter pack dans le fond là, fait que t'achètes le jeu puis là t'as un starter pack qui est un peu à la Keyforge. Fait que tous les starter packs sont différents, sont uniques là, comme quand t'achètes un deck de Keyforge, tout un peu différent. Puis c'est des cartes que c'est des stickers. Fait qu'il y a des cartes, c'est un gros sticker au complet sur la carte. Il y a des cartes que c'est genre 8 petits stickers. Toutes les cartes sont un peu différentes. Puis, bien entendu, comme dans les jeux de cartes, il y en a qui sont rares, il y en a qui sont légendaires, il y en a qui sont common. Fait que t'as ça au début de la game. C'est grâce à ces stickers-là, principalement, là, que tu vas modifier le jeu, que ça va évoluer d'une partie à l'autre, mais que tu n'auras jamais fini. En fait, quand tu as fini ton pack de stickers, ben, tu peux acheter juste un autre pack de stickers qui vient continuer de faire évoluer le jeu. La plupart de ces autocollants-là, en fait, ils vont te permettre de modifier des valeurs dans le jeu, de bonifier des actions, des pouvoirs, des cartes, des choses comme ça. Mais il y a même des cartes que ça vient modifier des mécaniques de jeu, des règles de jeu. Fait que ça, c'est comme la carte, là, le sticker au complet, c'est une carte, puis tu viens coller ça dans les règles, ça vient changer des mécaniques et ça vient même ajouter des mécaniques. Fait que je sais pas si c'est voulu, mais quand j'ai vu ça, probablement j'ai vraiment capoté, là, mais ça m'a fait penser à 501, 502, en tout cas le jeu de Firm & Freeze où tu connectes toutes les affaires ensemble, parce que ça veut dire que ma copie, oui, les valeurs seront différentes d'une autre copie, mais les mécaniques aussi seront différentes d'une autre copie. Donc ça, je trouvais ça quand même assez fou comme concept. Dans le jeu, comme je vous disais, de Fifth Game, tout est basé sur un système de pentagones. Je vais y revenir tantôt, là, mais dans le fond, les pentagones, c'est un peu tout ce qu'il y a... tout ce qu'il y a dans le jeu, ils appellent ça des pentacarta, là, c'est polonais bien entendu, donc des pentacarta, et c'est avec ça qu'on va former tous les éléments du jeu. Donc le plateau va être formé avec les pentagones, ce sera aussi les cartes, l'engin qu'on aura devant nous, les cartes qu'on aura dans notre main, le tableau des actions, le marché des ressources, un peu à la... Glory to Rome, là, où dans le fond tes cartes servent à plein d'affaires et en plus sont recto-verso. Fait que là, tout dépendant dans quel angle tu le mets, où tu le mets sur le jeu, ça change qu'est-ce que c'est. Fait qu'emmener, tu sais, c'est du blé, après ça c'est un villageois, après ça c'est une action que tu peux faire. Donc ça a vraiment plein de valeurs différentes. Ça a l'air quand même complexe comme ça, mais en réalité c'est assez naturel. Est-ce que c'est à cause que c'est des pentagones? Peut-être que oui, je sais pas. Donc, le jeu, plus concrètement, c'est quoi? C'est un genre d'engine building, comme on peut l'imaginer. Là, un engine building tactique dans lequel on va aller chercher des ressources pour les transformer, pour les revendre sur le marché. Tout ça va se faire principalement avec la gestion des moulins. Alors les moulins, je vais revenir sur ça un peu en détail, mais les moulins, moi j'adore les moulins, là, puis c'est très technique un moulin. Tu sais, il faut adapter l'angle de son moulin. Tu sais, le top des moulins, on le sait pas, mais ça tourne, ça, le top du moulin, là. Puis dans le fond, il faut s'orienter avec le vent. On peut même, tu sais, modifier si on met des voiles sur ses hélices ou non en fonction de la météo. Donc il y a quand même un système de météo assez élaboré dans le jeu. On va régler toute la machinerie de son moulin en fonction du grain qu'on reçoit. Parce que le grain, en fait, mettons le grain de blé et le grain d'orge n'ont pas la même épaisseur. Fait que ça veut dire que dans un moulin, il faut que ton moulin il soit réglé pour un certain type de blé et ça prend un certain type de blé. Ouais, c'est ça, un certain type de blé, de céréales, désolé, un certain type de céréales et ça prend beaucoup de temps régler son moulin. Fait que là, mettons, tu vois que la trend s'en vient sur l'orge, ben là, est-ce que tu veux régler ton moulin là, mais tu sais que les prix vont augmenter parce que tout le monde va aller en chercher. Fait que là, mais tu vois que plus tard, possiblement que pas le soya, là, mais en tout cas une autre sorte de céréale va être plus importante. Fait que là, tu essaies de jouer les trends comme ça. Bien entendu, tu vas réparer, évoluer la mécanique de ton moulin, gérer tes différents silos, tes réserves et l'énergie de ton meunier. Et là, je dis de ton meunier. J'ai écrit des notes là, sur le jeu, fait que c'est pour ça que c'est un peu déconstruit, mais je vous en reparle plus tard du meunier en tant que tel.
Une autre particularité de ce jeu-là, puis là je vous disais le marché, tout ça, comment ça se passe, les valeurs, c'est que il y a un système de marché qui est très évolué. C'est ça qui est au centre du jeu en fait. Le marché, c'est comme une espèce de à la archipelago un peu. Là. Donc il y a plein de tracks différentes qui s'inter-influencent entre elles. Ou pour ceux qui sont plus intimes, le Crane Brinton Pocket Revolution Simulator, une genre de grosse machine là, qui tourne dans tous les sens. Ouais, c'est vrai, ça ressemble pas à ça tant que ça. Je m'attribue trop de bien. Personne qui connaît ça. Il y a personne qui connaît ça, effectivement. Mais c'est un marché qui est entièrement autonome et dans lequel on va ajuster des valeurs, des trackers, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est un marché avec, tu sais, il y a plein de tracks, puis il y a des petits trous pour mettre tes cubes dedans, puis tes cubes d'eau. Donc, c'est très ergonomique, là, ça bouge bien. Pas de danger que ça se défasse. La track la plus importante dans le jeu, bien entendu, c'est la valeur des sortes de céréales, achat ou vente. Mais il y a des valeurs aussi qui sont un peu plus abstraite. Ça, c'est quand même intéressant parce que tu as un tracker qui s'occupe de l'étalement urbain et l'exode rural. Tu as un autre tracker qui s'occupe de la royauté, de la confiance envers la royauté et les seigneurs locaux. T'en as même un autre qui sert juste à gérer les guerres avec d'autres royaumes. Parce que, bien entendu, les guerres extérieures, ça alimente les besoins en pain un peu partout dans le royaume. Bon, il y a en tout cas, c'est bon, je parle pas des autres tracks, je veux quand même vous conserver quelques surprises. J'ai oublié de vous mentionner, c'est un jeu de 0 à 8 joueurs. C'est pour ça que tu capotes, je comprends mieux. Alors, bien entendu, bon, 0, on s'entend que c'est un peu, tu sais, pour le marketing, là, la plupart des gens vont pas jouer à 0, puis les jeux à 0, j'y crois pas vraiment, parce qu'il faut quand même que tu bouges des pièces, fait que d'un certain point, tu participes au jeu, mais tu pourrais jouer à 0, et comme c'est un jeu de fifth game basé sur le chiffre 5, il y a toujours 5 moulins et 5 meuniers, peu importe à combien on joue. Puis dans le fond, les moulins et les meuniers sont tous des automates. Donc, ils vont tous jouer d'eux-mêmes. Ils ont toutes leurs propres séquences, ils ont toutes leurs propres décisions qu'ils vont faire. Bon, un système assez simple d'automates, là, c'est quand même bien fait. T'as 2 cartes, puis ça résout pas mal toutes les actions qu'ils vont faire. Et ils ont bien entendu des personnalités bien différentes. Mais ce que les joueurs vont faire, c'est qu'ils vont venir se glisser dans cette espèce de cycle de programmation pour modifier des actions, pour en fait matcher leurs objectifs personnels en tant que joueurs. Dans le fond, les joueurs jouent des espèces de seigneurs locaux, là, des intendants qui veulent en fait tirer profit du marché du pain. Donc on va comme jouer on va comme intervenir dans les automates pour venir modifier un peu leurs actions. Fait que c'est pas un jeu de programmation, mais on vient comme bouger la programmation des affaires. Ce qui est assez cool, c'est qu'au début de la game, on prend 5 moulins au hasard, 5 meuniers au hasard, puis on les combine entre eux. Et ça fait vraiment une grosse différence, en fait, là, comme les combinaisons que ça peut faire. Je suis pas tant un grand fan des moulins à eau, mais laissez-moi vous dire que la combinaison du meunier Théos Madri et du moulin Class 2 Woody, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je sais que vous comprenez rien, mais c'est quelque chose quand même. Ok, c'est bon. Là, il me reste du temps ou je vais essayer d'accélérer parce que là, je vois que je suis à peu près au tiers de mon truc. Ok, je vous ai pas parlé de tout parce que je veux pas tout vous révéler sur ce jeu-là, mais c'est un jeu c'est comme une boîte à surprise, ok? Parce que je comparerais ce jeu-là à Harvest Moon rencontre Unlock. Et là, Unlock? C'est quoi le problème? Unlock? C'est quoi le rapport? C'est un jeu c'est un jeu de ressources, là, c'est pas... Il y a plein d'affaires là-dedans qui sont cool, là, mais je veux dire, c'est pas le jeu révolutionnaire, là, je veux dire, c'est un jeu où tu gères tes ressources, tu bâtis ton engin, puis tu essaies de tirer le meilleur profit des choses qui se passent, mais ils utilisent dans ce jeu-là la mécanique des jeux d'enquête, comme principalement Unlock. Ça veut dire que des fois, tu vas mettre 2 pentagones ensemble, puis il va comme avoir un genre de dessin qui apparaît. Quand tes pentagones sont pas collés, là, tu t'en rends pas compte. Mais quand tu le mets ensemble, il y a comme quelque chose, t'es comme, c'est un peu bizarre. Puis j'aurais pas le choix de vous donner un genre d'indice parce que sinon c'est trop difficile à comprendre. Mais, et là, ça c'est dit dans les règles. Il y a des choses cachées dans le jeu. Pour les valider, aller sur telle application, puis rentrer le code de tel pentagone et tel pentagone. Puis ça te dit oui ou non s'il y a quelque chose de spécial avec ça. Donc, on a collé 2 pentagones, puis là, tu te rends compte que
Dans le fond, c'est comme 2 champs, là. C'est comme une espèce de champ de blé, là, de céréales. Puis, il y a quand tu colles les deux ensemble, ça fait comme si ça traçait une montre à gousset. Alors, vous savez, ces montres un peu anciennes. Fait que là, t'es comme, c'est juste une erreur dans le dessin, c'est juste le champ, comme un crop circle, là, tu sais, d'extraterrestre, mais c'est une montre à gousset. Là, t'es comme, ok, non, là, on rentre les 2 codes, bang! Il y a un joueur qui devient le meunier en question, là, duquel ce champ-là est apparu, devient maire, devient seigneur, ou en tout cas, il reçoit un titre qui possède une terre, et là, maintenant, en fait, à chaque partie, il va commencer la game, là, on a mis un sticker sur ce meunier-là, puis à chaque partie, ben là, il commence avec un bonus, avec une terre de plus dans son lot. Fait que là, t'as un jeu d'enquête, mais dans ton vrai jeu. Fait que quand c'est pas ton tour, là, t'es comme, tu check les pentagones, t'en colles 2-3 ensemble, tu regardes qu'est-ce qui se passe. Quand même, assez fou. En fait, ça m'étonne qu'il n'y ait pas un jeu qui ait utilisé cette mécanique-là d'enquête autre que dans un jeu d'enquête. Je trouve ça quand même assez fou. Au début, c'était vraiment gossant, là, parce que quand tu te rends compte de ça, tout le monde commande et tu joues plus. En fait, tu fais juste coller des pentagones ensemble. Puis t'espères que tu vas trouver de quoi. Mais bon, très, très cool comme concept. Là. Nous, on en a trouvé juste 2 à date, des choses comme ça dans les 3 games. Mais j'ai regardé sur BGG, il y a des gens là, qui sont rendus comme à plus de 10 découvertes. Fait que quand même assez fou. D'ailleurs, puis là j'arrive pas mal à la fin. Ouais, à la fin, je vais vous nommer quelques features rapides de ce jeu-là pour compléter parce que ça m'excite beaucoup. C'est un genre de legacy, mais à un moment donné, ça te dit, ok, pogne tel meunier et échange-le avec quelqu'un qui a le jeu. Fait que là, dans le fond, tu prends ta carte de meunier, tu l'échanges avec une autre personne qui a le jeu. S'il y a personne qui a le jeu que tu connais, je sais pas qu'est-ce que tu fais, là, mais bon. Fait que là, il y a vraiment comme des échanges entre les games. T'sais, fait que tu échanges tes cartes d'une game à l'autre. Quand même assez fou comme concept. Sinon, il réutilise une affaire que ça faisait excessivement longtemps que j'avais pas vu dans un jeu. C'est le système de Crossroad Card à la Dead of Winter. Fait que dans le fond, t'as une espèce de carte qui te dit s'il se passe telle chose dans le jeu, ben tel autre événement arrive. Donc t'as ça devant toi, puis c'est toujours quelque chose de vraiment négatif. Fait que si quelqu'un fait telle affaire, ben son champ il brûle, quelque chose. Fait que tu surveilles vraiment ce que les autres font pendant leur tour, parce que tu veux les faire chier avec la carte que t'as devant toi. Bien entendu, toi ça te donne des points, mais en plus ça fait chier l'autre. Fait que t'es toujours en train de surveiller un peu ce que les autres font. Dernier point que j'ai adoré, parce que c'est un jeu qui bon, il y a beaucoup d'éléments qui se rajoutent et tout ça, mais il y a un système d'handicap qui est vraiment le fun. Comme tu joues pas un personnage en tant que tel, mais tu sais, plus quelqu'un qui un intendant, là, tu joues pas un meunier en tant que tel, donc il y a un système d'handicap pour régler en fonction de la difficulté des joueurs. Fait que si t'es un joueur débutant, tes cartes d'action seront pas les mêmes que si t'es un joueur expérimenté. Bon, t'es un joueur expérimenté, là, tu joues la full game, là, puis tu commences avec le setup normal, mais pour des joueurs non expérimentés, ils commencent avec un setup un peu différent, ils ont moins d'actions qu'ils peuvent faire dans le jeu, mais ces actions-là vont rapporter moins de points par conséquent. Fait que ça vient comme s'équilibrer, en fait, puis tu peux jouer à ça, même si des gens ont joué 20 games, toi t'arrives, tu joues ta partie, tu connais rien de la lore puis de ce qui se passe dans cette partie-là, c'est pas grave, t'embarques avec ta carte de débutant et tu vas autant t'amuser que les autres, tu vas autant participer à la création du jeu que les autres, donc ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant de voir ça. Pour conclure, c'est ça, c'est pas un jeu qui est très compliqué en tant que tel au niveau des règles, et c'est pas un jeu non plus où, comme dans plein de Legacy, on va rajouter des règles, puis à la fin, c'est rendu impossible. Tu sais, jouer une game de Pandémie Legacy, mettons, tu veux jouer la dernière game de Pandémie Legacy de ta boîte, puis que ça fait 1 an que tu n'y as pas touché, tu pourras jamais jouer parce que tu te rappelleras jamais de tout ce qui se passait, puis tout ça, de toutes les nouvelles règles qui ont été rajoutées. Ça, c'est un jeu où les règles changent très peu. Oui, il y a des cartes qui changent les règles et tout ça, mais c'est pas quelque chose qui va arriver à chaque partie puis qui va continuer d'évoluer, c'est vraiment plus les valeurs qui vont changer. Et les combinaisons possibles, en fait les combos possibles que tu peux faire, tu as comme 5 types de cartes différentes qui peuvent toutes être combinées avec les autres types. Fait qu'au final, tu as comme 25 combinaisons d'actions que tu peux faire dans le jeu qui sont très différentes l'une de l'autre, mais qui est quand même limitée à ça. Puis au final, c'est plus la créativité du joueur qui va lui permettre de le faire c'est ça, que le jeu qui est complexe.
Alors, bon, je me suis emporté. Est-ce que j'ai dépassé? Je sais pas trop. Ça va. C'est good. Ok. Mais Pierre, il fera pas sa chronique, mais sinon, c'est good. Je suis vraiment désolé. Alors, c'était, The Fifth Game, Albin Kaminsky, un jeu de pain et pas un jeu de poisson, bien entendu. Est-ce que c'est une nouvelle compagnie, nouvel auteur? Je l'avais pas entendu parler de lui. Je crois que c'est son premier jeu. Okay. Prima Aprilis, en fait, c'est clairement leur premier jeu. Ça a été sur Kickstarter, 100 000, c'était pas énorme, mais quand même. Albin Kaminsky, je dois avouer que j'ai pas regardé encore ses autres jeux. J'étais juste trop excité à jouer, mais je pense pas qu'il a publié d'autres choses pour l'instant. Ok, c'est intéressant. D'autres jeux particuliers qui nous viennent de la Pologne? Moi, je pensais que c'était plus ça qui t'avait attiré. Plus que c'est clair que ça, c'était le niveau 2. Ok, un jeu sur les moulins, un jeu polonais, parfait, Kickstart, super. Donc oui, j'ai bien hâte de jouer avec d'autres mondes aussi. Là, on joue juste à 2 en ce moment, mais ça change pas grand-chose. Mais j'ai hâte de voir à 8. Est-ce que les downtimes sont trop longs? Ça devrait pas, mais je suis curieux de voir la suite. Okay. Ouais, jusqu'à 8. Est-ce qu'ils ont poussé un peu la note 8? Je sais pas trop, là, mais ça m'étonne qu'il ait pas dit ça joue jusqu'à 5, là, mais bon. L'éditeur a dit que c'était? Prima Aprilis. Ok. Oui. Je trouve ça intéressant aussi de l'utilisation des Crossroad Cards. C'était, à ma connaissance, pas une mécanique qui avait été reprise depuis Dead of Winter. Et en plus, là, dans le fond, c'est une mécanique, mais qui est dans un jeu confrontation et non coopératif. Ouais, exact. Parce que dans Dead of Winter, c'est pas tout le temps nécessairement négatif. En fait, généralement, il se passe quelque chose puis tu vas avoir un choix à faire. Alors là, j'avais l'impression que c'était plutôt négatif. Il n'y a pas de choix narratif à faire. Là. C'est plus ça, t'as fait ça, donc ça arrive, tu flippes la carte puis tu le dis. Ouais, fait qu'il y a toujours une espèce de tension, puis je trouve que c'est là que ça marche bien, parce que probablement tu l'oublies pas. Ben, ça peut arriver que tu l'oublies, mais t'as pas intérêt à... Mais en fait, c'est que si tu l'oublies, c'est pas grave, mais t'as pas intérêt à l'oublier parce que ça t'avantage en tant que joueur, tu sais. Ouais. Puis il n'y a pas d'affaire de choix, non, c'est juste comme... Après, peut-être qu'il y a des choses qui vont se bonifier, là, mais à date, c'est vraiment quelque chose que tu surveilles, là, on the side, là, puis genre quand ça arrive, t'es bien excité de le jouer. Puis c'est souvent des conditions, ça change d'une game à l'autre, fait que tu sais jamais vraiment ça va être quoi, puis fait qu'il y a toujours une espèce de tension quand tu fais une action de te dire, ok, est-ce que ça va backfire ou non, genre. Fait que ça, c'est quand même intéressant, là. Et là, la grosse question, c'est de savoir si ça peut battre Terraforming Mars, tout ça. Ça c'est une très bonne question. Je veux dire, là, Terraforming Mars, je crois que j'ai atteint 100 parties là, durant le COVID. Fait que, tu sais, après 3 games, c'est dur de dire est-ce que quelque chose peut battre ça. Par contre, tu sais, naturellement, la thématique m'attire beaucoup plus. Étonnamment, là. Moi, les moulins et tout ça, j'adore ça. Donc, je sais pas, à suivre. On va voir en nombre de joueurs aussi, comment ça scale, puis tout ça, là. Fait que, à suivre, je vous en donnerai des nouvelles. Mettons que ça aurait été des pêcheurs au lieu d'être des boulangers, genre, du monde qui pêche du poisson, ça t'aurait-tu attiré aussi? Peut-être un peu moins, quoique le monde de la pêche m'intéresse beaucoup aussi, tu sais, aller en mer, tout ça, affronter les tempêtes, pêcher des poissons, c'est toujours quelque chose qui est intéressant, mais c'est quelque chose que je connais moins et qui m'attire moins naturellement, tu sais. Fait que c'est aussi une très bonne question à savoir. C'est très intéressant. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Bien hâte. Là, merci Simon, c'est une belle chronique. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'en faire une troisième malheureusement pour cet épisode. On a busté. Hey, JF, c'est toi qui nous a fait buster cette semaine. Là, j'ai beaucoup de commentaires de gens qui... Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Non, je voulais dire beaucoup de commentaires de gens qui disent qu'ils apprécient ça, qu'on respecte le temps, puis tout, hein, ils ont des vies chargées, puis ils voient qu'on fait des efforts, là, qu'on coupe les chroniques du monde, puis tout. Ouais, c'est faux. Censuré. Si on veut aller à la télé, on n'a pas le choix. Mais on se retrouve déjà la semaine prochaine, sans faute, pour l'épisode 8. C'est le dernier épisode officiel de la saison 9. Bien entendu, c'est pas le dernier épisode. Il y aura le Beach Party qui va être 2 épisodes, mais c'est le dernier épisode qu'on enregistrera là, les 3 dans le confort de notre salon. On va pas trop le mentionner, mais moi j'aime bien cette formule, les gars, et je pense qu'on peut continuer de raffiner ça.
Oui, absolument, c'est sûr. Moi aussi, j'aime beaucoup la formule. Ça nous pousse à aller un peu plus loin dans nos connaissances. Ça nous pousse à fouiller là, des sujets. D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur certains aspects, sujets, jeux, n'hésitez pas. Ça peut aussi... des fois, c'est l'inspiration qui est difficile à aller chercher. Donc, ça peut aussi nous aider là, à trouver les bons sujets qui vous intéressent puis à les pousser un peu aussi. Très bien dit. Oui, les suggestions sont totalement la bienvenue. Sur ça, je pense que c'est le moment de... JF, je te souhaite une très bonne semaine. Simon, c'est un plaisir. On se voit bientôt. Je sais pas si on se voit bientôt, mais on se parle bientôt. Et Pierre, comme à l'habitude, le mot de la fin. Mot de la fin, j'espère que tout le monde va bien mordre aujourd'hui.